Bonjour Jean-Claude. Bonjour, c'est Gaël. On va rien faire de faux comme souvent à la télé aujourd'hui. Je te vois donc dans le cadre de mon livre-film, qui est maintenant paru. Son titre « Risque de chance », traduction littérale de l'idéogramme chinois du mot « crise ». Sa vocation à ce livre, c'est d'aider à faire naître celle des autres, en toute humilité. Et le cœur de son message, c'est « Rien ne peut empêcher ta contribution au monde, mais sais-tu quelle est-elle ?» Son histoire, c'est la mienne et les vôtres partagées en résilience, et ses thématiques, elles sont hyper ouvertes et portées par chaque personnalité très différente. Alors, Jean-Claude, je tiens à te préciser que ce n'est pas le patron RH de L'Oréal. Dieu sait que tu sais que j'ai du respect et pour la fonction, et pour toi, et pour cette entreprise. Mais ce n'est pas le patron des RH de L'Oréal que je propose de découvrir aujourd'hui dans ton témoignage, mais c'est vraiment le bonhomme, à travers mon questionnaire, auquel ont déjà répondu, comme tu le sais, plus de 40 belles personnes, très différentes, jusqu'à ChatGPT le dernier, qui est un accélérateur de belles personnes selon moi. Enfin, j'espère que ce sera ça. Donc, ma première question, c'est, en tant que papa, mari, leader engagé, peux-tu me dire, s'il te plaît, quel est le plus beau risque dans la vie ? En fait, c'est amusant, si tu veux. Si je regarde, par exemple, les 30 dernières années, puisque moi j'ai des enfants qui vont en gros une trentaine d'années jusqu'à maintenant, je nécessite d'avoir des enfants. Et là, je viens de me mettre dans un nouveau risque. Tu vois, j'ai commencé ce matin à 5h30 du matin. Alors c'est mieux qu'hier, parce qu'hier c'était 4h30. Parce que j'ai un nouveau petit chien. Et en fait, quand mes filles ont beaucoup insisté pour avoir c'est une petite chienne, pour avoir cette petite chienne, elle n'avait que 2 mois. Et en fait, l'éleveuse nous a dit, bon c'est très tôt, mais vos filles veulent absolument, très bien, mais c'est un bébé. Et donc me voilà parti avec un bébé. Et je m'étais dit, mais non, c'était pas possible. Et donc me voilà reparti à refaire, tu vois, à 5h30 du matin, me réveiller parce qu'elle pleure et qu'il faut la sortir et s'occuper d'elle. Et nettoyer, la nourrir, la sortir. Bon, voilà, un délire. Donc pour moi, le plus beau risque, si tu veux, c'est justement celui de toujours, en permanence, se remettre en question. Mais pour moi, dans cette année où je viens d'avoir 60 ans, si tu veux, me recoller un bébé, alors en plus, bébé chien, qui ne s'entend pas avec mon autre chien, qui lui est plus un bébé. Voilà, donc tu vois, pour moi, le risque, il est justement d'en prendre, de se lancer. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, tout le monde dit, mais t'es complètement fou, pourquoi t'es parti avec un nouveau chien en plus, voilà. Est-ce que tu auras un exemple, justement, tu parles de ce chien, mais est-ce que tu as un exemple vécu de ce beau risque de se remettre en question ? Ah bah oui, toute la journée. Tu sais, moi, une de mes autres passions dans la vie, c'est beaucoup monter à cheval. Là, c'est pareil, ça fait 25 ans que je pratique ça. Et là, je suis de nouveau dans une saison qui commence et j'ai remonté pas mal là, ces derniers temps. Et là, je peux dire que c'est un sacré risque. Voilà, et donc ça me fait réfléchir aussi. Est-ce que c'est parce que j'ai cet âge-là et cette expérience-là que je me dis ça devient un risque, ou est-ce qu'avant, je me posais pas la question, j'y allais direct. Donc tu vois, c'est beaucoup de réflexions, beaucoup de questions sur justement continuer en avançant dans la vie, à prendre des risques, à se remettre en question, à monter sur le dos de ses chevaux. À chaque fois que tu montes dessus, tu prends un énorme risque. Et c'est ça pour moi, si tu veux, qui m'intéresse. C'est comment garder ce goût du risque. Comment garder cette envie de remettre en question les choses. Et pas de se dire non, ou là c'est trop tard, ou je suis trop vieux, ou j'ai plus envie. Moi, je pense que justement l'envie c'est un truc qui se cultive. C'est une de mes blagues, c'est de dire qu'en ce moment justement, l'âge qui est maintenant le mien, j'accélère. Et comment tu le vis, ce risque de se remettre en question, cette envie du risque à perpétuer, et qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, voire plus grand que toi là-dedans ? Ce qui est beaucoup plus grand que moi, et c'est tous les jours comme ça, c'est les gens. C'est les gens que j'essaye de guider, accompagner, transformer. Moi, je suis tellement persuadé. C'est drôle. Bon, alors maintenant, je t'ai dit, 5h30, c'est tôt, donc ça me permet de faire plein de choses aussi. Je me levais pas aussi tôt le matin, et donc, du coup, je me couchais plus tard. Enfin bon, j'ai jamais trop dormi, donc c'est pas un grand changement radical. Mais je lis davantage. Donc tu vois, ce matin, j'ai concentré mes lectures sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les gens. Et c'était drôle parce que là encore, les points de vue. En
fait, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et non pas qu'il faut se laisser porter par le flot, mais je pense que toute cette idée du progrès, c'est d'essayer de s'adapter, de comprendre. Et puis bon, à la limite, un des trucs que j'ai lu ce matin, qui est le seul truc censé, plutôt que d'annoncer des centaines de millions de gens, de trucs, voilà, c'est-à-dire qu'il faut là encore former les gens, tu vois, essayer de les accompagner, leur donner les compétences qui vont leur permettre. Et puis hop, pendant que je dis ça, tac, je vois que la personne en charge de l'intelligence artificielle a posté sur LinkedIn des vidéos incroyables avec des images revenant dans le passé. Donc c'est indéniable que tous les jours, il y a des progrès. Et donc, est-ce qu'un jour tu décides que tu ne fais plus partie de ça? Et tu sors de ça et tu te retires, où tu te dis, pas par justement forme de jeunisme ou ça, où tu te dis, bah non, je continue à m'adapter, je continue à apprendre, je continue à me former. Moi, je crois que ce qui est toujours plus grand que moi, c'est les autres. Tu vois, et comment je peux aider les autres, comment je peux y contribuer. Et donc, justement, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tu guides mon questionnaire. Quelle est pour toi ta contribution au monde, si c'est pas trop prétentieux, ou ta mission, ta vocation? Moi, j'appelle ça ton étoile. Ouais. C'est, Moi, mon étoile, en c'est... gros, pour répondre à la question de Ouais. mon livre, c'est qu'est-ce que tu fous là, quoi. Ouais, alors moi, ce que je fous là, on se pose tous cette question, et c'est une bonne question. Ce que je fous là, c'est de démontrer que, l'entreprise, c'est pas un monde de salauds. C'est pas cette espèce de caricature insupportable, ce mot qui est devenu une insulte, CAC 40. C'est un mot récent, parce que le CAC 40, c'est quelque chose qui date des années 80. On a regroupé 40 valeurs qui d'ailleurs ont beaucoup changé. Je crois, de mémoire, c'est 1987, mais si tu veux, ça a beaucoup changé dans ces 40 dernières années. Ce qui composait les entreprises du CAC 40 aujourd'hui, ce qui est la démonstration que ça se transforme, il y a la vie, tu vois, tu n'es pas là pour toujours. Et c'est vrai pour les entreprises. Donc moi, démontrer que les entreprises sont des organismes vivants, qui peuvent faire du bien, et pas par une forme d'angélisme, mais du bien, parce que justement, pour moi, le travail, c'est pas une punition, c'est pas un emprisonnement, c'est une réalisation, c'est une transformation. Et il n'y a pas que le travail dans la vie, même si j'ai toujours beaucoup travaillé, et je crois à cette valeur-là. C'est souvent, en ce moment, pour là aussi taquiner les gens plus jeunes, je leur dis, écoutez, moi je travaille à l'ancienne, c'est-à-dire que je travaille. Donc, pour moi, travailler, c'est être engagé. Donc, première chose, c'est ça, c'est montrer que l'entreprise, c'est pas un lieu atroce. Hein, justement, de mecs en costard avec des cravates qui prennent du pognon et qui s'intéressent pas. La deuxième chose, c'est de montrer que L'Oréal, qui est ce leader de la beauté, c'est possible. Hein, pour moi, tout mon travail, c'est de montrer que si c'est possible à L'Oréal et que les autres se donnent un petit peu les moyens de se remuer, c'est possible d'ailleurs. Tu sais, souvent, nous, dans des réunions, on dit, les gars, on fait pas, c'est pas rocket science, on fait pas des fusées. Et pourtant, souvent, les gens qui font des fusées, et on a un bon exemple aux États-Unis, ne sont pas les gens qui se comportent le mieux avec les autres. Donc, si tu veux, le truc, c'est l'entreprise, c'est vraiment un lieu où on peut faire des choses, on peut même prendre du plaisir, y faire des rencontres, avoir des amis. Et puis ensuite, L'Oréal est une entreprise qui, justement, est pas comme les autres, parce qu'on veut montrer qu'une entreprise, c'est cette aventure humaine, ça repose sur les gens, on prend des paris, on prend des risques, on garde les gens, non pas en les emprisonnant, mais tu vois, moi je suis là, c'est une année un peu particulière pour moi, cette année 95, cette année 2025, parce qu'en 95, je suis rentré dans cet immeuble pour la première fois pour passer des entretiens. Et en plus à cette période de l'année, tu vois, c'était au printemps, et je me rappelle absolument très bien, je me rappelle où je me suis garé, je me rappelle comment j'ai abordé cet immeuble, comment je suis monté ici, dans ce 10e étage de L'Oréal, où j'ai été interviewé par le patron des ressources humaines de L'Oréal déjà à l'époque. J'avais passé du temps avec lui. Donc voilà. Qu'est-ce que tu reconnais en toi-même, par toi-même, qui te donne le goût de vivre, Jean-Claude? Ah ben, le goût des autres. C'est-à-dire que, pour moi, aller à la rencontre des autres, l'altérité, faire des rencontres tous les jours, c'est une motivation incroyable, incroyable, incroyable. Et puis comme j'ai pas beaucoup de temps, même si j'essaie de préparer le mieux possible mes rendez-vous, je ne sais pas tout avant de voir les gens, et par moments je découvre beaucoup de choses. Même si j'ai une idée, et puis maintenant, j'ai rencontré des dizaines de milliers de personnes dans ma vie, donc assez vite, j'arrive à lire,
c'est toujours un travail, tu sais, je devine ce qu'ils vont me dire, ça m'amuse. Hier, j'ai rencontré une jeune femme d'une quarantaine d'années, c'était assez amusant parce que je voyais le chemin et je lui disais des trucs. Alors après, les gens, c'est une de mes blagues là sur mon bureau, de l'autre côté, tu as une boule de cristal qui m'était faite il y a bien longtemps. Et quand des gens, je leur dis, tiens, il me dit, ah, vous lisez, je dis, non, c'est une blague, la boule de cristal, ça n'existe pas. Hein. Et pareil, c'est dans les gens, tu vois, c'est-à-dire que les gens te disent des choses, tu ne peux pas les savoir à l'avance, personne ne devine, y a pas, tout ça n'existe pas. C'est notre fragilité, parce qu'on est justement tellement inquiet, en plus dans ce monde d'aujourd'hui, qu'on a envie de croire à des espèces de trucs surnaturels, mais c'est nous qui sommes à la fois le problème et la solution. Et justement, face aux difficiles, n'est-ce pas souvent en s'ouvrant à toute autre chose que les solutions naissent? Alors, tu sais, j'y réfléchissais là aussi. Face aux difficiles, je pense, et je l'ai déjà dit 2-3 fois dans des échanges comme avec toi aujourd'hui, j'ai toujours été hyper insolent. Et en fait, cette insolence, c'est ce qui me permet d'aborder les difficultés. Parce que de façon presque systématique, être insolent, c'est quoi? C'est pas vouloir... Alors, il y a insolence et impertinence, je suis les deux, mais insolence, c'est justement de ne pas vouloir suivre le flot. Et c'est de se démarquer, non pas par une espèce de volonté de se mettre en avant, mais c'est de se dire, j'ai pas envie toujours d'être dans le consensus, j'ai pas toujours envie justement, j'ai envie de me démarquer, non pas par une espèce d'ego mal placé, mais parce qu'il y a sûrement un autre chemin, tu vois. Et moi, mon insolence, elle me pousse à prendre par moments des contre-pieds, à pas aller dans le sens du poil, dans le consensus mou, dans le truc de pagne. Tu sais, l'exemple que j'ai maintenant en tête, on est 5 ans après le Covid, ici dans ce bureau, j'ai travaillé pendant pratiquement tout le Covid, désolé, mais j'étais très peu chez moi, parce que je ne pouvais pas vraiment travailler d'ailleurs, mais, et puis que je ne sais pas pourquoi, je sentais qu'il fallait que je monte même derrière une caméra, que j'étais ici, tu vois. Et en fait, là, quand je vois 5 ans plus tard, quelle blague! Qu'est-ce qu'on m'a pas raconté sur cette nouvelle façon de travailler, que j'avais rien compris, que j'étais vieux, dépassé déjà à l'époque, qu'il fallait que tout le monde soit en remote et tout. Maintenant, t'imagines, les mêmes qui sont venus me raconter, et tout le monde travaille à distance, on vient maintenant les mêmes boîtes américaines, les boîtes de technologie, les mêmes sets magnifiques, les mecs même qui seront plus là dans 3 ans, j'espère, parce qu'en plus, ils font pas toujours du bien. Ces gens-là, maintenant, sont retournés en RTO complet, tout le monde doit être là, pointé. Donc, et là, tu vois, mes réflexes justement d'impertinence, d'insolence, de différence, de ne pas penser pré-mâché, je me suis dit non, il y a un truc qui cloche, on va pas faire ça. Donc, est-ce un risque de chance d'être soi? Et es-tu vraiment toi, Jean-Claude, ou joues-tu un rôle modèle? Alors, moi, j'ai jamais essayé de toi. Alors, je te le dis tout de suite, pour plein de raisons dans ma vie, et je pense que ça a été la plus grande opportunité de ma vie, justement, la plus grande chance, c'est de surtout pas... ça m'a jamais intéressé. Et pour les gens qui... D'abord, non, le truc qui est vrai, c'est que je parle très peu de moi, mais... Et ça, c'est autre chose, mais... c'est un autre sujet, mais... Non, moi, j'ai pas perdu de temps à ça, non, jamais. Sauf que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est toi. Oui, d'accord, mais moi, j'ai jamais perdu à jouer un autre rôle, donc là, c'est moi... il faudrait faire revenir... mon grand-père, c'est drôle, c'est une anecdote qui me faisait rire, j'ai repensé à la fois. J'avais un grand-père, un de mes 2 grands-pères, il était une très forte personnalité, très affirmé, parce que je pourrais résister, participer à la libération de Marseille, blessé au combat, jambes sectionnées par un tramway entre les 2 guerres, regreffé, un peu de travers, on ne comprenait pas. Élevé pendant la Première Guerre mondiale, en pension en Angleterre, dur à cuire. Tu sentais, on était jeunes, mais tu sentais que machin. Et donc, aller l'affronter, c'était pas facile. Et un jour, j'habitais Aix-en-Provence, il me dépose chez moi, et on s'était, je sais pas quoi, affronté, engueulé, on n'était pas d'accord, machin. Je sors de sa voiture, et je claque tellement fort la porte, que la vitre tombe. S'en est suivi une cavalcade effrénée. Je me suis barré, il m'a poursuivi, il a arrêté la bagnole, un embouteillage. Voilà, donc tu vois, ces échanges-là, ces effusions, ce truc-là, donc moi j'ai toujours été comme ça. J'ai jamais changé.
je suis pas d'accord, je te le dis. Bon, ça m'a porté plein de fois préjudice, tu vois. Plein de fois. Mais bon, écoute, et j'ai pas du tout envie, justement, de me ramollir, de m'adoucir, de me, tu vois, canino-thérapiser. Je suis pas facile, je suis âpre. Je pense que ça m'a amené à plein de choses dans la vie. Et est-ce un risque de chance, tu parlais de ton grand-père, d'être de classe dite moyenne, provinciale du Sud, tu as cité Aix-en-Provence, et fils d'une maman commerçante? Non, c'est génial, au contraire. D'abord, ma maman commerçante, ça m'a permis de voir ce que ça veut dire travailler. Je te dis tout de suite, tous les samedis, j'étais avec elle dans sa boutique, je passais, je repassais. J'ai vu, là, pour le coup, tu me parlais de jouer un rôle, elle vendait, on dirait des fringues, elle vendait des vêtements. Je peux te dire que la comédie humaine, elle est pas mal. Je donne un tuyau d'ailleurs, c'est drôle, parce que en vieillissant, je fais attention, mais là, je suis un petit peu en surpoids. Et c'est amusant parce que ma mère, face à ça, par exemple, elle changeait les étiquettes des fringues, tu vois. Et la cliente, tu lui disais, madame, mais non, vous n'avez pas du tout grossi, tout va parfaitement bien. Et l'étiquette, c'était plus, je sais pas quoi, du 48, mais tu vois, c'était du 52. Et elle disait, mais non, mais regardez, tout va bien. Donc voilà. Parce qu'elle était couturière aussi. Et donc, du coup, ce qui est drôle, si tu veux, c'est que non. Tu sais, j'y repensais, là, c'est amusant ta question, j'y repensais parce que moi je suis venu à Paris en 1986. Et venir d'Aix-en-Provence à Paris en 86, où j'avais pourtant vécu une partie de mon enfance. Le chemin était long, hein, les amis. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone portable, tu prenais pas des films, des photos à tout bout de champ, tu gardais des souvenirs, tu écrivais des lettres, tu parlais avec les gens, tu devais te voir. J'ai raconté ça à mes fils la fois. Quand tu donnais rendez-vous à une station de métro, tu regardais ta montre, hein, tu avais intérêt à être à l'heure, si tu veux. Enfin, à l'heure, tu as intérêt dans ces horaires-là, parce que la personne ne t'attendait pas ou ne savait pas où tu étais passé, mais il n'y avait pas une autre façon de la joindre. Hein. Tu ne pouvais pas aller l'appeler en disant « Ah, je suis désolé, je suis 5 minutes, ah oui, il y a du bruit. » Voilà, tu donnais rendez-vous, je sais pas, à 18h quelque part, et c'était à 18h quelque part. C'était pas comme aujourd'hui, bien évidemment. Où tout est plus facile. Et est-ce un risque de chance d'être marié et d'avoir des enfants? Non, je pense que, bon, d'abord, je me suis marié 2 fois, mais donc je n'ai pas été qu'une seule fois. Non, justement, je pense pas du tout que ce soit quelque chose qui te prive de chance. La question, si tu veux, sur les enfants, c'est est-ce que c'est le bon moment. Moi, je pense que c'est la plus belle chose dans la vie. C'est la plus belle chose dans la vie parce que ça te remet tellement en question. Là, tu vois, ce matin, je te disais que je me suis réveillé tôt par ma petite chienne. En plus, c'est extraordinaire parce que mes filles ont décidé de l'appeler Madeleine, qui était le prénom de ma grand-mère. Donc, je les ai laissées phosphorer jusqu'à leur dire que j'ai quand même une grand-mère qui s'appelait Madeleine. Donc, elles m'ont regardé hyper étonné parce que c'est une grand-mère qui est disparue il y a longtemps, donc elles n'ont jamais bien évidemment connue. En plus, c'était ma grand-mère, tu imagines. Mais non, ça m'a permis d'avoir une conversation avec ma fille aînée, d'échanger avec elle. Et quel défi, tu vois, elle a 13 ans, elle me rentre dedans, elle n'est pas toujours agréable. Et je ne mets pas ça sur le compte d'une crise d'adolescence, c'est simplement la rencontre avec l'autre. Voilà, et quand même, quelle relation j'ai avec elle, comment. C'est un défi de chaque instant, de chaque seconde. Donc les enfants, c'est à la fois la plus belle des choses qu'on puisse faire, et bien sûr la plus compliquée, parce qu'on se sent responsable, on veut les aider, ils ne veulent pas que tu les aides. Enfin, tu connais, tu as des enfants. Tu sais à quel point c'est un défi tout le temps. Alors, t'imagines, en plus, moi j'en ai 4. 2 garçons, 2 filles, et des profils et des personnalités complètement différentes, avec lesquels j'essaye au plus possible, bien sûr, surtout pas, faire mon métier. Bon, mais ça tombe bien, parce que dans mon métier, comme il y a 25 ans que j'ai arrêté de juger quiconque, je suis déjà beaucoup plus prêt à ne pas essayer de les juger ou de les évaluer, mais essayer de les guider, de les aider. Mais bon, t'as beau leur donner toujours pareil, plein de conseils. Des fois, ils n'en suivent aucun. Ils font leur propre expérience. Et c'est le seul truc qui m'énerve. Parce que je leur cite souvent, tu sais, une phrase que me disait ma mère à moi, qui est une phrase, c'est amusant parce qu'elle me parlait de la Chine il y a déjà 50 ans. Donc, tu vois, c'était pas très. Les gens en France, ils avaient juste lu Quand la Chine s'éveillera de Perfit, mais la Chine, ça me tenait, c'était pas tout à fait un sujet, enfin, sauf pour les mecs qui étaient maoïstes et machin. Mais ma maman, qui avait travaillé à la Maison de l'Orient de la Chine, c'est pour ça probablement que ça m'intéressait,
elle... tiens, je te raconterai une anecdote là-dessus, c'est drôle sur les jugements et ça. Elle me disait ce proverbe, si tu veux, la vie est un peigne qu'on te donne quand tu es chauve. Et chacun d'entre nous pense qu'il ne sera jamais chauve. Bon, après, c'est un autre débat qu'on peut ouvrir. Mais... Et donc, du coup, ils ne prennent pas le peigne. Ils disent, je n'ai pas besoin de ton peigne. Je m'en fous. Je m'en fous, parce que moi, j'ai plein de cheveux. Et donc, mais oui, mais prends quand même. Cette expérience, prends-la, écoute. C'est très difficile. Et pour moi, c'est un des trucs, d'ailleurs, sur lesquels j'évalue les gens. Tu vois, entre ceux qui sont capables de faire l'effort d'écouter les expériences des autres et ceux qui disent, de toute façon, je suis plus fort, j'ai pas de problème, je vais toujours m'en sortir. Je suis moi, quelqu'un qui va dépasser ton truc. Énorme erreur. Ça, c'est du temps perdu énorme pour les gens. Mais tu vois, quand je te disais Maison de Laurent Chine, ça fait penser à une anecdote extraordinaire. Mon frère, c'est un petit frère, il fait des dents 66 ans, tu vois, petit relatif. Et mon petit frère, il était hyper copain avec une famille de banquiers très célèbre dans les télé 76. Un jour, il est dans un dîner, tu vois, il doit avoir royalement 7-8 ans, et quelqu'un lui dit, tiens, en fait, Jérôme, qui s'appelle Jérôme, que fait votre maman? Et mon frère répond, ma maman travaille la nuit, boulevard Saint-Germain, avec Mimi la chinoise. Là, c'est tout de suite, c'était réglé, tu vois. Tu vois le truc. Et voilà, c'est drôle, en plus il se sautait quand j'étais petit. Mais parce que j'ai d'abord vécu à Paris, puis ensuite je suis parti dans le sud, tellement ma mère déprimait. Parce que, en fait, ma mère, elle aurait été parfaite, tu vois, comme quoi la vie, pour le changement climatique. Parce que moi, j'ai vécu dans le Paris des années 70, je peux dire que le climat n'était pas celui-là. Et au bout de quelques années, elle est devenue profondément dépressive, et nous voilà repartis dans le sud. Ce qui a été une chance extraordinaire, parce que c'était un choc tellement tellurique, tu vois, de quitter Paris pour aller dans cette province. Parce que personne n'imagine ce que ça veut dire province, en fait, aujourd'hui. Tu as 2 heures de TGV. Tu vois, même moi, Aix-en-Provence, aujourd'hui, c'est la porte à côté. À l'époque, c'était un voyage. Est-ce un risque de chance d'être vieux, ce que tu as évoqué tout à l'heure, donc jeune depuis plus longtemps que les autres? Écoute, d'abord, j'aime bien ton expression, tu as raison. Moi, tu sais, je dis souvent aux gens qui ont 20 ans de lire Paul Nizan, et pas uniquement pour cette formule qui est de dire ne dites jamais que 20 ans est le plus bel âge de la vie. Paul Nizan, il est mort pas très longtemps plus tard. Non, je pense que ça veut rien dire, et ça veut tout dire. C'est-à-dire, ça veut rien dire, toi, moi et ceux qui avons, je sais pas, déjà ces âges canoniques, le truc est passé tellement vite, c'est cliquer dans tes doigts, tu te retournes vers 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, tu te dis, incroyable, quoi, j'ai pas vu passer. Quand t'es petit, tu te dis, putain, ça passe pas si vite, quand t'es vieux, ça passe beaucoup trop vite. Bon, donc, à la fois, ça passe très vite. Et en même temps, donc ça veut rien dire, parce que c'était hier pour nous, et en même temps, ça veut tout dire. Il faut aussi assumer, il ne faut pas faire semblant d'être jeune, tu l'es plus, tu peux pas exactement quand même faire les mêmes choses d'un point de vue physique. Tu vois, voilà, tu vois un peu des limites, ton corps a changé, ton esprit peut, ton regard jamais. C'est dans le regard des autres. Tu sais, c'est ce que je recommande aux gens. Moi, j'ai la chance de n'avoir jamais, notamment, lâché des activités de recrutement. Et plusieurs fois par an, je vais sur des campus. Et ça m'a fait rire de voir changer sur moi le regard des étudiants. D'ailleurs, jamais les mêmes. C'est une autre chose dont on pourrait parler. Parce que nous, on travaille beaucoup sur cette idée des jeunes. Je dis souvent c'est le pire marché du monde parce que c'est des marchés dans lesquels les consommateurs n'ont pas la mémoire. C'est-à-dire que tu as pu faire une activité de campus fantastique en 24, tu reviens en 25, il faut tout recommencer, c'est pas les mêmes mecs. Ils savent même pas ce que veut dire ta marque en tant qu'employeur, il faut tout recommencer d'ailleurs. Profite. Là aussi j'ai commenté un post d'un de mes collaborateurs, mais tu vois, pour moi dans cette idée de long terme, où on fait les 32e année d'un business game, moi j'ai vu tout le monde faire des jeux d'entreprise. Et j'ai vu tout le monde arrêter de les faire. On est les seuls à ne pas avoir arrêté. On vient d'inscrire 272 000 étudiants. Moi, j'ai toujours dit, personne ne veut me croire, mais maintenant, ils commencent à me croire que ce jeu fera 1 million d'étudiants. Je ne citerai pas une grande boîte française de jeux vidéo que j'avais abordé il y a des années en disant, il y a un truc, ça peut être intéressant. Je préfère faire d'autres choses en bien leur face. Aujourd'hui, on le fait avec Adobe. Mais c'est intéressant parce que les étudiants, ils ont, entre guillemets, aujourd'hui l'âge de mes enfants, et ils me servent des monsieur grands comme le bras. Et donc, tu vas dire, mais non, pas du tout, monsieur, moi c'est Jean-Claude, mais pas du tout, monsieur. C'est monsieur, et vous pourriez être largement mon père. D'accord, ok. Vous avez raison. Mais tu vois,
toi, dans ton regard, si tu croises pas une glace ou un truc comme ça, tu te vois pas. Tu ne vois pas vieillir. Et tu peux pas l'imaginer. Ton cerveau, il n'est pas prêt à ça. Et donc, du coup, tu es en constant mouvement. Donc, c'est les autres. C'est par les autres. Alors maintenant, c'est pour ça que j'essaie de le changer. Et que je fais beaucoup de choses. Et je préfère préciser, j'ai commencé à travailler sur toutes ces questions de discrimination à l'âge quand moi-même, il y a 20 ans, j'avais 40 ans. Et pas quand... Parce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire, c'est normal, tu es vieux, donc tu t'occupes des vieux. Non, non. Moi, je me suis intéressé à cette incroyable discrimination à l'âge quand j'avais pas l'âge de m'intéresser à ça. Et j'ai toujours considéré que c'était terrible. Et justement, en tant que pionnier bâtisseur de la diversité, de la parité, de l'inclusion, de la lutte contre les discriminations, de l'ouverture aux autres, de l'égalité entre les femmes et les hommes, la liste est très longue pour toi, est-ce un risque de chance d'être un traceur de route influenceur? Alors, je ne sais pas si je suis influenceur, en tout cas ce qui est très drôle, c'est qu'en ce moment, cette question est de nouveau sur la table. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé très sérieusement à m'intéresser à ça, ça n'intéressait personne. J'ai même dû combattre ici en interne dans L'Oréal, imposer cette thématique, et parce que j'ai trouvé une idée, qui m'est bien sûr amenée par les autres comme toujours, qui est de dire que la beauté et la diversité vont de pair. On peut être beau et vieux, beau et jeune, beau et blanc, beau et noir, beau et un homme, beau être une femme, beau être dans un... Enfin, il y a tellement de versions. Donc L'Oréal, c'est le moteur de t'aider à être la meilleure version de toi-même dans la vie. Parce que ça te met en confiance d'utiliser un parfum, parce que tu te maquilles pas pour te défier du regard des autres, mais pour faire quelque chose qui te plaît, tu vois, qui va te donner de la confiance, qui est un truc qui ne s'achète ni sur Internet, ni en vente sur TikTok Shop, ni chez Carrefour, qu'on embrasse au détour. Mais, si tu veux, personne n'était intéressé par ça. Je te dis tout de suite, moi, dans ces années 2000, j'ai bien ramé. Et puis, soudainement, cette thématique est devenue extrêmement à la mode. Jusqu'à même se renouveler encore plus. Tu vois, tu imagines qu'aux États-Unis, il y a 5 ans, à peine, malheureusement, c'est Black Lives Matter et le monde entier se mobilise et tout le monde y va. Et puis, 5 ans plus tard, arrivent des nouveaux acteurs, parce que là, ce sont vraiment pour le coup des acteurs. En tout cas, il faut le souhaiter, parce que... Alors, ils jouent mal, j'en conviens, mais si c'est pas des acteurs, ça peut être dangereux pour nous tous, tu vois, si c'est pas uniquement des gens venant d'Hollywood et venant de la télé américaine, dans tout ce qu'elle a de plus mauvais, dans des reality shows. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on nous sert depuis 100 jours, tous les jours. Et là, d'un seul coup, oh là 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 là, qu'est-ce que je vois pas, tout le monde se replier, finalement. Mais dis-moi, il y a à se replier à quoi? Qui va considérer... Si vous avez sérieusement travaillé sur ces questions, moi, quand j'ai commencé ici, la blague dans les couloirs, c'était une entreprise qui fait des produits pour les femmes, fait par les hommes. Bon, moi, je trouvais pas ça drôle du tout. Donc, rééquilibrer le pouvoir entre les hommes et les femmes, c'est normal. Payer les femmes comme les hommes, c'est normal. Il n'y a rien d'exceptionnel, ça doit être même le minimum. Et il m'a fallu des décennies avec les équipes et les pousser au cul et machin pour parvenir à ça. Tu vois, ça s'est pas fait en claquant des doigts un matin en me réveillant. À dire un jour, avec l'aide de mes patrons successifs, dont Jean-Paul Agon, dire un jour on voudrait être la boîte où il y a 2000 personnes en situation de handicap. C'est parce que j'en ai recruté 2000, c'est qu'on a créé un climat d'inclusivité qui fait que les gens se sont sentis suffisamment à l'aise pour dire, je vais oublier de vous dire, j'entends mal, j'ai une sclérose en plaques, je reviens d'un cancer. Mener une politique extrêmement active. J'étais encore hier avec quelqu'un d'un grand groupe qui m'explique que pendant son arrêt d'1 an avec son cancer, on l'a pas bien sûr attendu. Moi, c'est quelque chose que j'ai connu, c'est quelque chose que j'ai combattu, c'est quelque chose qui a été changé, c'est quelque chose sur lequel on ne va pas revenir en arrière. Parce que d'un seul coup, tu as des gens à 6 000 ou à 10 000 km de là qui disent « Ah ben non, de quoi on parle les amis? Il faut voir le temps long, il faut absolument... » Donc ma blague en ce moment avec mes équipes, c'est de dire « Écoutez les gars, j'ai eu la chance, par des rencontres, d'être un des premiers à me préoccuper et puis avoir l'énergie, le pouvoir, la force d'embarquer les autres avec moi. S'il faut, je serai le dernier, je serai très triste. » Mais en tout cas, là, je vais vous dire un truc, comme le dirait elle-même Barbara Lavernos, qui est la directrice générale adjointe de L'Oréal, la diversité, on continue, on lâche rien, on accélère. C'est le minimum qu'on doit à nos collaborateurs d'abord et à la citoyens ensuite. Et quand tu parles d'altérité dans ta mission, ta vocation, est-ce un risque de chance d'être une sorte de, moi j'ai envie de dire, je te connais depuis longtemps, de boulanger de la pâte humaine qui pétrit avec amour d'ailleurs au profit du meilleur pain de chacun, j'espère,
jusqu'à, je t'ai souvent entendu dire, aider, 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 Ah bah ouais, clair. et encore aider. Bien sûr. Ou est-ce que cela te fatigue à force? Non, non. Non, non, non. Au contraire, cela me nourrit. Alors, je vais dire un truc. D'abord, tu parlais de cette allégorie avec le pain. Moi, l'image que j'utilise, c'est je suis cuisinier. Et malheureusement, là, je cite une de mes grand-mères. J'ai une de mes grand-mères qui était un bon exemple pour moi parce que elle avait, et j'ai d'ailleurs conservé toutes ses recettes de elle. À l'époque, tu allais à la fin, tu avais 4 trucs, tu découpais, elle était hyper organisée, ma grand-mère, elle mettait ça dans du plastique et tout ça. Et elle avait des box orange, je les ai retrouvées. Et elle avait toutes ses recettes. Donc tu disais, écoute, mamie, elle s'appelait Mamie, c'est vraiment pas bon. Et elle disait, ouais, mais j'ai appliqué la recette. Oui, mais en fait, entre la recette et ce que tu fais, il y a un truc qui s'appelle un tour de main, qui est l'expérience, qui est la différence entre... Donc il ne s'agit pas uniquement de lire des recettes. Et dans mon métier, il y a beaucoup de gens qui lisent des recettes. Ils ont des process. Ah ben non, mais moi j'ai tout bien. Oui, mais d'accord, mais c'est comment tu le fais. Donc moi, je me considère à la fois, tu as raison, comme un boulanger sur la pâte humaine, mais avant tout comme un chef. Comme un chef de cuisine. Donc tu vois, juste derrière ce mur, il y a des gens qui travaillent avec moi pratiquement tout le temps, qui sont mes assistantes. Et quand tu démarres juste dans la cuisine là, avec moi, ben, comme quand je suis avec mes équipes. C'est dans une cuisine d'un grand restaurant. Ça chauffe, ça brûle, ça hurle, ça court, ça s'engueule, ça se confronte, ça fait des trucs par moments formidables, des trucs ratés par d'autres. Mais si tu veux, là on est dans la cuisine. Et pour moi, mon métier c'est d'être dans la cuisine et d'être le chef de la brigade, d'essayer de transférer à des jeunes, de leur botter le cul, de leur apprendre. Et après, il y a ce qui se passe quand on sort de la cuisine. Et pour moi, quand on sort de la cuisine, nos consommateurs, nos clients, nos employés doivent se dire, le truc est dingue, c'est incroyable. Mais pour ça, il faut aimer la cuisine. Tu vois, il faut avoir aimé servir. Donc c'est aussi pour ça qu'une de mes autres devises, c'est servir et pas me servir. Ni des gens, ni de tout ce à quoi je peux avoir accès. Tu vois, j'essaye de rester très raisonnable par rapport à tout ça. Jean-Claude, qui es-tu comme magicien et que fais-tu en tant que magicien dans ce monde? Tu sais que ce questionnaire est basé sur mon métier de coach et que, au sens du coach, le magicien a un sens. D'ailleurs, on a un outil qui s'appelle la baguette magique. C'est que quand quelqu'un est coincé par rapport à un sujet, une situation, etc., moi j'ai une baguette magique que m'a offert un chef d'orchestre là où je chante et je je la prête à ce moment-là à mes coachés et je leur dis, face à ce problème où tu es bloqué, tu as une baguette magique. Donc tu peux plus me dire que tu ne peux pas trouver une solution puisque tu as une baguette magique. Alors est-ce que c'est la bonne? Ça reste une vraie question. Donc moi je te pose la question, qui es-tu comme magicien et que fais-tu en tant que magicien dans ce monde? D'abord, c'est très drôle que j'ai mis ça, parce que je ne vais pas me lever, mais dans mon bureau, j'ai une baguette magique. Ah si, il faut nous la montrer. Ah bah si, je te la montre, tu vas voir. Bien sûr que j'ai une baguette magique, heureusement. Bah, bien sûr. J'adore. D'abord, cette baguette magique, comme tout ce que tu vois dans mon bureau, m'a été offerte. Mais comme toi, de temps en temps, je sors ma baguette magique. Tu vois, elle est là. Elle est là, ma baguette magique. Regarde. Tac. Et il m'est déjà arrivé de la sortir. Alors, elle ne vient pas de chez Harry Potter. Et effectivement, c'est drôle que tu dises ça. Parce que je fais exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que dans des situations ou dans des moments, j'écoute les gens, et d'un coup je dis, ah là attendez, tu vois, elle est juste sur mon côté, personne ne peut voir. D'un coup je la sors, je dis, tiens, on va sortir la baguette magique. Qu'est-ce que je fais avec cette baguette magique? Je débloque des situations. En fait, si tu veux, mon métier, c'est celui-là. C'est de permettre aux gens d'être la meilleure version d'eux-mêmes, et pas parce que ce que je décide, mais leur permettant eux-mêmes de réaliser des exploits, des transformations sur eux-mêmes et ça. Et pour ça, je pousse comme un fou. La chose la plus importante, c'est de la confiance. Et de la confiance, il se trouve que comme, par ailleurs, tu me disais tout à l'heure, je suis le directeur des relations humaines de l'Oréal, j'en ai, tu vois, j'ai des moyens. Je peux lancer un projet, te rémunérer, te donner une idée, t'encourager, te faire rencontrer des gens. J'ouvre en permanence au maximum de gens mon carnet d'adresse. Que voudrais-tu voir se réaliser dans le monde au travers de toi et au-delà de toi? La paix, si tu veux, pour moi, ce qui et non pas parce que je suis un idéaliste, machin, mais c'est tellement hallucinant. Parce qu'en fait, si tu veux, comme tu le sais, quand il y a la guerre, la première chose qu'on doit préparer, c'est la paix. Non pas pour renoncer ou reculer, mais pour justement montrer qu'on est plus fort
Donc il n'y a aucune raison de s'affronter. C'est d'une stérilité, d'une bêtise. Ça nous fait perdre un temps précieux, ça fait perdre des vies, ça fait perdre des chances, ça fait perdre... Quelle bêtise, quelle atrocité cette guerre, uniquement menée par ce Vladimir Poutine. C'est atroce, atroce. Et justement, qu'est-ce que tu aimerais mettre à la place du difficile de notre monde? Bah, des gens corrects. Tu sais, moi, mon travail... Des gens corrects. Oui, des gens bien. En fait, tu sais, mon travail, souvent, je dis, je joue à Space Invader, le jeu de mon enfant. Je suis sur le bouton pour appuyer, pour essayer aussi d'éliminer, ce qui m'arrive régulièrement, des gens qui font vraiment pas du bien aux autres. Et il y en a. Et je vais même te dire un truc. Il y en a même ici. C'est possible. Voilà, tu vois. À ce sujet, partages-tu la vision de Jean Vanier, qui a écrit un livre d'ailleurs qui porte ce titre, « Chaque personne est une histoire sacrée ». Bien sûr, absolument. Quelle belle phrase. Tu vois, tu m'as appris quelque chose. C'est génial que Jean Vanier ait dit ça par rapport à son parcours de vie et ce qu'il a réalisé. Non, bien sûr, complètement sacré. Tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je te disais que j'ai changé ma pratique. Quand j'étais plus jeune et que j'exerçais déjà ce métier, mon obsession, c'était d'essayer d'évaluer. Donc, ça veut dire juger, mais d'aller de trier, de dire bien, pas bien, fait, pas fait. Qu'est-ce que je vais faire? C'est fini. Ça. Oula, mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est que j'ai changé ça il y a déjà, j'allais dire 25 ans. Donc, j'essaie plus. Aujourd'hui, derrière chaque personne, j'essaie de trouver ce qu'il y a de mieux. Est-ce que tu pries, toi? Non, absolument pas. Là encore, c'est dû à ma maman. Ma mère, si tu veux, elle a été élevée dans des congrégations religieuses à Marseille dans l'après-guerre. D'ailleurs, c'est assez drôle, parce que tu vois, il y a plein de choses qu'elle m'a transférées. Par exemple, elle avait des souvenirs quand elle était enfant, tagués sur des murs de Marseille à la craie, ça, les mecs qui n'avaient pas des bombes à l'époque, US Go. Et en fait, personne n'imagine que dans le climat de la France des années 50, bien sûr, probablement porté par du communisme, plein de raisons, il y avait un anti-américanisme qui, 5-6 ans après la guerre, avait commencé à vraiment se développer. Au-delà de tout ce qu'on te raconte sur le plan Marshall et tout ça, et les Français commençaient à en avoir ras-le-bol, d'avoir des bases. Voilà. Et donc le retour de Gaulle au pouvoir et tout ça, les Américains, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de base américaine ici en France, mais si tu veux, ce climat, il revient là. Là, ce coup, tu vois un anti-américanisme, alors que pour toi, pour moi, l'Amérique, c'est la démocratie, la liberté, c'est un rêve. Et pas uniquement parce que il y avait un très beau film de Lumal, Mon oncle d'Amérique, mais pas uniquement parce que mon oncle était en Amérique et que d'un coup, c'était ce rêve. Mais c'est d'un coup, tu te dis, bah, tu vois, ces 100 jours sont hyper intéressants. Tout le monde maintenant est en train de faire une analyse des 100 jours. Dans les 100 jours, chacun d'entre nous est en train de changer totalement son regard sur l'Amérique. D'ailleurs, tu vois, plus personne ne se prévaut de ça. Et donc du coup, tu vois, dans cette façon de se comporter avec les autres, c'est la base. C'est la base, justement, du regard, de l'écoute, de pas juger, de pas prendre tout pour argent comptant. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie que tu souhaiterais voir continuer? Après moi? Non? Ah bah, de continuer, d'abord, c'est l'intensité. C'est l'intensité des rencontres. Tu sais, maintenant, c'est comme si j'étais devenu un médecin ou un oncologue. Je montre mon agenda, j'ai pas de rendez-vous avant le mois de novembre. Ça me met toujours hyper mal à l'aise, parce que l'assistant dit ah non, il peut pas. C'est comme si j'étais pas disponible. C'est pas que je suis pas disponible, c'est que je tourne à, j'en sais rien, 15 rendez-vous par jour. Donc j'ai du mal à en faire plus. As-tu un défaut dont tu souffres? Ah oui, bien sûr. Bah, c'est amusant, ça dépend à qui tu vas poser la question, mais si tu poses la question, des feedbacks qui sont des cadeaux de mes enfants, ils vont trouver que je suis trop nerveux avec eux, trop dur, voilà. Donc, j'ai pas ce sentiment-là. Écoute, c'est des débats que j'ai avec eux. Pardon? C'est des débats que j'ai avec eux. Parce que je suis vraiment si terrible que ça avec eux, tu vois. Et donc avec les autres. C'est quoi l'intention positive qui se cache derrière ce potentiel défaut, nervosité? Parce que nervosité, les gens, ce qui va se passer dans ma famille, tout le monde va dire, comme tu donnes tout à L'Oréal, comme tu essayes d'être le plus engagé possible, quand tu rentres à la maison, tu es moins sympa. Je dis, les gars, moi j'essaie d'être le même. Hein. Non, je dis pas la même chose au même endroit, parce que c'est pas les mêmes contextes. Et puis je suis plus direct encore avec vous que ce que je peux être avec
un de mes collaborateurs qui déjà trouve que, à mon avis, je suis beaucoup trop direct. Tu sais. Une fois par an, j'ai des feedbacks. C'est drôle, un truc qui s'appelle la leadership survey. La mienne est historiquement pas très bonne. Et ça m'amène, à chaque fois, les gens doivent se dire, tiens, ça doit le blesser ou c'est fait de peine. En fait, pas du tout. Et non pas que j'en ai rien à faire, c'est que je trace un cap. Cependant, je lui dis, les mecs, on ne parle pas de la même chose. J'essaie d'être exigeant avec vous pour vous faire avancer, parce que c'est la seule façon de faire. Si vous voulez que je fasse du consensus mou, que je sois gentil avec tout le monde, d'abord, moi, je ne ferai jamais ça, parce que je suis persuadé, et non pas à botter le cul des gens, mais essayer rêver plus grand, avoir plus exigeant. C'est la seule façon de faire, j'en suis, mais après toutes mes années. Tu sais, là, en plus, c'est la beauté des années, mais ça fait presque 40 ans que j'ai commencé à travailler. Donc c'est sûr qu'après 40 ans, bon, tu commences à avoir des idées un peu plus précises. Tu vois. C'est ça l'intention positive. Être exigeant pour faire avancer, rêver plus grand. Est-ce que tu as des mentors et quel message te portent-ils? Non, j'ai pas vraiment de mentor. Ta vie est-elle un stage d'amour comme la mienne ici-bas? Ah oui, tout à fait. Bien sûr, c'est pour ça que je passe mon temps à dire aux gens que le plus important c'est de leur dire que tu les aimes et pas trop tard. C'est un mot qui me fait pas peur, moi, tu vois, par exemple. Pardon, C'est lequel? un mot, aimer. Ouais. Je pense que les gens se défient de ce mot, ou pleurer, tu vois. Hier, j'étais à un pot de départ d'un collaborateur, c'était émouvant, moi, j'ai pas de problème à pleurer. Ou hier, tu vois, par exemple, c'était le dernier Assemblée Générale de Françoise Meyers, voir cette femme, tout ce qu'elle représente, moi, ça m'émeut, quoi, tu vois. Moi, donc, ça peut me faire pleurer, j'ai pas de problème avec ça. Je ne pleure pas. Et comme j'ai été élevé par le grand-père, dont tu parlais tout à l'heure, dès qu'on pleurait, le mec te disait tu pisses de l'œil. Donc si tu veux, qui devait, tu vois, c'est amusant parce que tu vois, tu peux être évoqué. Nous, on était élevés à la dure. Hein, il y avait pas de, non pas que l'évêque te tapait dessus, machin, mais ils étaient durs par essence. Ils venaient d'un monde qui était absolument pas aseptisé comme le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est un souvenir, ça fait rire, on construisait, on partait dans des cabanes, des machins. Un jour, mon frère prend une planche sur la tête, la moitié un trou. Mon grand-père était dans la tête, et mon grand-père était avec un de ses copains qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, qui venait d'Angleterre. Tiens, c'est aussi amusant, anecdote, par exemple, mon grand-père, il fait son service militaire entre les deux guerres, comme je te le disais. C'est le seul mec élevé en Angleterre dans un pensionnat pendant la Première Guerre mondiale, ayant perdu son père. C'est le seul mec qui se lavait les dents. Hein. Tu vois, j'ai des souvenirs de lui, nous racontant que quand, dans les années 20, il fait son service militaire, il est seul à venir avec une brosse à dents. Ça n'existait pas, il avait une hygiène qui venait d'Angleterre. Ici en France, personne n'avait de brosse à dents au service militaire. J'en sais rien, en 25, tu vois, ça n'existait pas. Et donc lui, on lui amène mon frère, j'étais quelqu'un de cousin, le mec il a un trou comme ça, le mec il lui met de l'alcool à 90, l'autre il tombe, tu vois. Voilà, c'est un souvenir de mon enfance, tu vois, on le prend par le bras, tiens, grand-père, tac, le mec, alcool à 90, le mec il s'évanouit. Énorme. Il tombe direct, boum. Est-ce que tu as évoqué Françoise Bettencourt, qui, comme tu le sais, j'aurais rêvé de l'interviewer. Peut-être que ça se fera un jour, de recueillir son témoignage. Je serais d'accord avec toi, mais elle est tellement discrète. Et elle n'est pas discrète parce qu'elle est timide. Elle est discrète parce qu'elle ne veut pas prendre la place. Elle Je veut comprends. que les autres. Mais en plus, son histoire, et puis c'est surtout après son approche de l'analyse de la Bible et d'autres choses. Enfin, il y a une sensibilité qui serait très intéressante pour les jeunes dans cette notion-là. Mais moi, j'aurais rêvé lui poser la question, et c'est un risque de chance, d'être soi dans la famille B. Tu vois, c'est... Je sais pas, mais tu te rends compte, regarde, c'est extraordinaire. Hier, c'était sa dernière apparition dans l'Assemblée Générale de L'Oréal. Elle a un peu plus de 70 ans et elle dit c'est le moment pour moi d'aider la nouvelle génération. Une semaine avant, tu as des patrons d'entreprises comparables qui, eux, votent l'extension pour être sûr d'être toujours là à 85 ans. Enfin, tu te rends compte l'écart. Est-ce un risque de chance d'œuvrer dans cette entreprise L'Oréal dont le capital est stable et engagé entre une famille fondatrice que tu viens d'évoquer et Nestlé pour créer la beauté qui fait avancer le monde? C'est le secret de la réussite, en fait. Si tu me demandes, après toutes ces années, après 30 ans... Le capital stable. Une famille. Donc une famille, ça veut dire une stabilité et du très long terme. Hein, donc là, ils sont en train de passer le bâton, le relais. Tu vois, il se passe quatrième génération. Voilà. Jean-Victor Meyers, c'était son anniversaire hier, 39 ans, vice-président du conseil d'administration. Quatrième génération. Son arrière-grand-père, sa grand-mère, ses parents,
lui et son frère. Donc, 4e génération. Et en même temps, il y avait un papier d'ailleurs sur lui aujourd'hui dans la presse, il n'intervient pas dans les affaires de L'Oréal. Ils ne se font pas nommer, ils ne s'autoproclament pas des responsabilités opérationnelles. Il joue un rôle d'actionnaire de très long terme, hyper intéressé. Il connaît, lui, Jean-Victor Merz, mais aussi Nicolas Merz, ils connaissent les dirigeants. Même sous les dirigeants, ils font des rencontres, ils sont curieux, ils sont intéressés, ils suivent la vie de l'entreprise. Nous avons fait, il y a une de mes collaboratrices, une intervention au conseil d'administration, ils ne sont pas en train de dormir, ils sont intéressés, ils posent des questions. Et donc, si tu veux, sur les compétences d'ailleurs, et les compétences du futur. Et donc, c'est intéressant parce que tu as le bénéfice d'un actionnaire stable, mais qui joue un rôle d'actionnaire. Et qui nous laisse, nous, construire ce qu'on a fait chez L'Oréal, c'est-à-dire une méritocratie. Génial. Chacun d'entre nous est là. Capital et famille, d'où d'ailleurs la famille et capital. Mais c'est bien la réussite de L'Oréal. Si les autres regardaient, c'est des patrons qui travaillent avec une famille, qui ont des liens pendant tout le moment où on est au service de cette famille. Et nous, moi, tu sais, c'est ce que je dis à mes équipes. Alors moi, l'image que j'utilise, c'est on construit Notre-Dame. Donc c'est-à-dire que tu sais aujourd'hui que tu construis un truc que tu verras pas. Parce que d'autres derrière passeront. C'est extraordinaire. Moi, je suis pas du tout en train de me dire, les gars, moi, je veux que le truc, j'ai posé le toit. Pas du tout. Je monte des murs, machin. D'autres les monteront derrière moi. On va aller plus loin. Moi, je fais partie d'une génération. T'imagines, quand je suis arrivé ici, j'allais à la cafette. J'avais 30 balais. Je voyais des gens de 60 ans qui, eux... Alors, moi, c'est mon métier, donc je l'imagine pas. Mais j'imagine davantage. Eux, ils l'imaginaient pas. Mais la boîte faisait... on était en francs, tu vois. On faisait 35 milliards de francs. Donc, tu t'imagines, c'est 6 milliards d'euros pour eux. Jamais on n'irait plus loin. C'était incroyable. Ils avaient eux-mêmes succédé à des gens qui avaient fait des trucs en partant de zéro. On est parti de la rue du Louvre, comme dans un garage. Bon, maintenant, la question, c'est comment on est resté avec cet esprit d'entrepreneur start-up. Ça, si tu veux, c'est un autre épisode. Je pourrais te le raconter une autre fois. En conclusion, Jean-Claude, faut-il tout oser demander dans la vie? Absolument. Alors, c'est une des phrases que tu ne vois pas parce qu'elle est écrite de... Souvent, j'utilise cette phrase, tu vois, il y a écrit au-dessus de moi, tu as beaucoup plus de chances d'obtenir ce que tu demandes que ce que tu mérites. Et j'ajoute que quand les ressources humaines font bien leur travail, ceux qui demandent beaucoup et qui ne méritent rien n'obtiennent pas, ce qui est le contraire de la vie, parce que souvent on a vu, et tu le vois à l'école, dès l'école, il y a des gens qui ont un culot, un bagou, qui n'ont peur de rien, qui demandent alors qu'ils ne font rien, et souvent ils obtiennent, et ce qui est d'une injustice et qui exaspère les autres. Et puis il y a beaucoup de gens qui méritent beaucoup et demandent peu. Quand les ressources humaines font bien leur travail, elles régulent. Les grandes gueules qui n'en foutent pas une, mais qui n'ont peur de rien, par leur éducation, par leur succès, par leur physique, par plein de raisons, qui les ont mis en confiance et qui pensent qu'ils ont tous les droits. Ben, tu leur dis non, désolé, bosse, obtient des résultats, performe, et des gens hyper performants, hein, souvent d'ailleurs des femmes. C'est très, d'ailleurs, si tu regardes vraiment tout au long de ma vie, il y a souvent des hommes qui n'ont peur de rien, qui ne méritent pas grand-chose, qui n'hésitent pas à demander. Et il y a souvent des femmes très méritantes qui ne demandent rien parce qu'elles n'ont tout simplement pas envie de te gêner. Non pas qu'elles n'ont qu'une peur, les femmes, mais elles ne veulent pas déranger. Elles ne veulent pas te poser d'emmerde. Pourquoi as-tu accepté ma demande de témoignage avec cette simplicité? Parce qu'il n'y a aucune raison. D'abord, parce que là aussi, c'est une des choses que j'ai changées. On pourra en débattre, mon cher Cyril Gall. C'est que je fais partie des gens qui ont considéré que le plus dur dans la vie, c'était de dire oui, et pas de passer son temps à dire non. C'est une fausse force de dire non systématiquement. J'ai beaucoup trop de copains qui exercent ma profession, qui pensant se protéger, passent leur journée à tout simplement dire non. Non, je ne peux pas. Non, je ne te file pas à ce stage. Voilà. Et donc, d'où ce que je fais tant en réunion, d'utiliser mon téléphone ou mon iPad pour mettre ce grand tube d'Annie Cordy des années 70, je voudrais bien, mais je peux pas. Voilà. Ils sont simplement empêchés par la main du courage d'agir. C'est la main invisible d'Adam Smith. Il faudrait que je t'explique ma théorie un jour là-dessus. C'est le courage qui empêche les gens d'agir. Mais donc dire oui, donc te dire oui est pour moi tout à fait naturel. Est-ce que j'ai le temps? Non. Est-ce que ça va me prendre du truc? Oui, je m'en fous, je vais le faire. Donc c'est quoi le plus beau risque dans la vie, en un mot, s'il te plaît? C'est
d'être soi-même. Le plus beau risque, c'est de se rapprocher le plus vite possible de soi-même. Perdez pas de temps. La vie est courte, il n'y en a qu'une, c'est le secret. Tu vois, ce matin encore, avant d'arriver là, je discute avec une de mes assistantes qui était encore visiblement un peu toute émue. Elle n'a pas pu venir hier. Elle a pris le décès d'une jeune femme qui a une crise cardiaque de 37 ans. Tu es une femme de 37 ans, tu ne penses jamais que tu auras une crise cardiaque. Toi et moi, on peut tomber là dans le couloir. On se pense éternel, on ne l'est pas. On est fragile, on est des êtres humains et il faut faire hyper attention. Merci. Moi, Maurice, ça aura été de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Merci du fond du cœur. Donc préservez-vous les uns les autres. Tu vois. As-tu une dernière question? Non. Merci. Pour moi, il n'y a pas de risque de chance. Il y a juste la fantastique chance de prendre des risques avec toi-même et avec les autres. Sans cesse aller à la rencontre, se remettre en cause, car la plus grande chance que nous ayons, c'est de faire des rencontres. Merci à toi, ne change surtout rien. À très vite, Jean-Claude.